ce qu'on a vu, c'était en principe, il devait avoir une signature d'un accord de paix Oui, en important septembre, là. Oui, en août. oui, En oui, oui, août, oui, oui. il fallait le faire. On était censé le faire. Ouais, Alors, c'est maintenant, on est fin septembre ouais, et ça a déjà glissé. ouais, On voit bien qu'il y a encore des combats, il y a encore de la violence, il y ouais. a encore des gens qui sont déplacés. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Merci d'être fidèles à notre chaîne YouTube, d'être toutes les semaines, presque tous les jours, plus nombreux à venir nous rejoindre. On atteint bientôt le score des 500 000. Ça devrait le passer dans un mois à peu près. Donc on fêtera ça. Ce sera une occasion aussi de revenir sur tout ce qu'on a pu diffuser en 3 ans, puisque Omerta est un jeune média encore. Et donc un demi-million de followers sur la chaîne YouTube, ça commence à faire beaucoup. Et on vous remercie beaucoup d'être présent et toujours de revenir écouter, trouver aussi, parce qu'il n'y a pas que la chaîne YouTube, il y a aussi l'application. N'oubliez pas l'application, puisque c'est là que vous avez nos documentaires, 5 € par mois, 2 € pour les étudiants, je le précise, parce que ça vaut vraiment le coup. Vous qui nous suivez sur YouTube, allez aussi, faites cet effort. Regardez nos productions, vous avez aussi toute la vie de la rédaction, le making-of des reportages, tout ce qu'on peut vivre pendant tous ces moments très très intenses. Et tout ça, c'est sur l'application. Également le magazine avec la sortie aujourd'hui du 10e numéro d'Omerta Magazine, Congo, silence, on tue, et donc qui contient effectivement le reportage que nous avons fait l'été dernier à Kinshasa, en Ituri, au Nord Kivu, dans le Katanga. Beaucoup d'analyses sur la situation extrêmement complexe de cette guerre. Quand on dit silence on tue, eh bien c'est une guerre qu'on considère comme étant un peu oubliée, qui a fait entre 8 millions et 10 millions de morts depuis 1994. Donc quelque chose d'absolument effrayant, effroyable. Et ce qu'on a trouvé au Congo, comme l'indique cette couverture, est aussi effroyable. C'est-à-dire que les massacres continuent en dépit de l'accord signé sous la houlette de Donald Trump le 27 juin dernier entre la RDC, le Congo RDC, et l'ennemi traditionnel, c'est-à-dire le Rwanda. On est donc allé là-bas, on analyse, on fait appel aussi dans ce magazine à des spécialistes, Bernard Lugan, Charles Onana, Alain Juillet et d'autres qui viennent nous expliquer et décortiquer avec nous ce qui peut se passer là-bas. Donc je vous recommande ce magazine qui sort aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour la sortie de ce magazine, je reçois Michaela Rong, également grande spécialiste britannique de cette région des Grands Lacs et de l'Afrique en général. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour Reuters, BBC, Financial Times. Vous avez une expertise, une véritable expertise sur l'Afrique. Vous avez couvert à la fois le génocide au Rwanda, les derniers jours du dictateur Mobutu, c'était 1997, et vous avez publié aux éditions Max Milo, Rwanda, Assassins sans frontières. Oui. Voilà. Alors, Michaela, je vais revenir avec vous. D'abord, une question. Vous y croyez, vous, à cet accord? Les Congolais que nous avons rencontrés y voient un immense espoir, ou est-ce que c'est encore une des, on va dire, une des multiples Trumperies on a vu quand même hier au Conseil, à l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump faire une volte-face sur sa position sur l'Ukraine. Est-ce que finalement, c'est pas ce qui va se passer aussi sur l'Afrique, une sorte de confusion où vous croyez que ça va amener la paix? Bon, je pense que, comme tout le monde, on espérait voir quelque chose, hein, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Depuis janvier, on avait vu que les rebelles soutenus par le Rwanda, le mouvement 23, Hmm. ils avaient pris Goma, Bukavu, ils menaçaient Walikale, Oui, ils risquaient d'entrer dans Uvira. on verra. Ouais. Hmm. Et les troupes congolais étaient dans le chaos. Et alors, je pense à ce moment-là, l'intervention américaine a été très bien vue
parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, pas d'autres espoirs. Mais le problème, on a toujours été en même temps très sceptique du fait que ça pourrait vraiment marcher. Et pour moi, le point principal, ça a toujours été le fait que Paul Kagame, le président du Rwanda, n'a jamais admis les faits. Alors, par exemple, dans les accords qu'on a vus, qui ont été publiés, on n'a jamais vu le Rwanda qui admet que ses troupes ont entré, occupent, et qu'il arme aussi le mouvement 23, qu'il donne. Alors, ils vous diront c'est pas leurs troupes. Le M23 se présente comme des Tutsis congolais, mais un rapport publié par l'ONU cet été. C'est seulement l'ONU, c'est aussi les Américains, les Français, le gouvernement français, du rôle de l'armée le gouvernement rwandaise. belge, le gouvernement britannique. Tout le monde sait que derrière le mouvement 23, il y a le Rwanda. Sans le Rwanda, il n'y aura rien. Et le fait qu'un des partis plus importants n'admet pas les faits, les simples faits, et on parle seulement de mesures défensives. Quand on regarde de près le détail de ces accords, la réalité n'est pas là-dedans. Pendant qu'on parle clairement de l'autre question, c'est le FDLR. Oui. Ça, c'est les extrémistes surtout qui sont basés au Congo. Donc, pour préciser pour nos auditeurs, FDLR, c'est des Hutus accusés du génocide de 1994, réfugiés au Kivu. Oui, qui sont là, qui ont une alliance avec l'armée congolaise, qui se battent pour le Congo. Et le Rwanda a toujours dit il faut les désarmer. Et il nous menace les Tutsis au Rwanda, il menace les Tutsis qui habitent au Congo. Et ça, on l'admet clairement dans ces accords, mais on n'admet pas le fait qu'il y a eu au moins entre 7 000 soldats rwandais et 10 000 soldats rwandais sont entrés dans le territoire congolais. Alors, si on n'admet pas la réalité, je ne vois pas comment on peut avoir un accord. On peut avoir vraiment une signature d'un contrat qui va avoir une réalité concrète. Très bien. Alors, néanmoins, est-ce qu'on peut considérer, c'est pour ça que je suis extrêmement prudent quand je vais prononcer ces mots, mais notamment à cause de Trump et de sa versatilité, est-ce qu'on peut considérer que les Américains, soutien inconditionnel de Kigali depuis de nombreuses années, partisans d'une balkanisation, si on peut l'appeler ainsi, de la région, de façon justement à avoir des dominions à volonté, un peu comme ils ont fait dans les Balkans, à peu près à la même époque, dans les années 90, et qu'aujourd'hui ils jouent fermement la carte de Kinshasa et de l'intégrité du Congo, qui est un pays quand même qui a des frontières depuis très très longtemps. Enfin, j'ai plus la date, mais c'est quand même un pays. Est-ce qu'il y a un changement de braquet, un changement d'alliance avec les Américains qui disent finalement on va s'adresser aux propriétaires des ressources plutôt que, parce que évidemment c'est une question de ressources tout ça, aux propriétaires des minerais, c'est-à-dire le Congo, plutôt que de s'adresser à ceux qui pillent et qui revendent en fait. C'est en gros ça. Est-ce qu'on peut croire à ça est-ce que finalement les Américains vont le faire pour leur combat contre la Chine? Parce que évidemment la Chine aujourd'hui récupère à peu près 80 ou 90% de toutes ces ressources. Est-ce que vous y croyez à ça ou pas? Moi, je pense que Kagame regarde de près et il a compris que Trump, il s'ennuie facilement. Il annonce des accords de paix et il n'entre pas dans le détails. Il ne met pas les mains dans le cambouis. Il n'insiste pas. Oui. Et déjà, peut-être, il s'ennuie du Congo. C'est compliqué. Oui. C'est pas facile. Il y a l'aspect business qui, quand même, le tient éveillé en général. J'imagine que Kagame fait le calcul que Trump et toutes ces boîtes, ces sociétés américaines, à un certain moment, ils vont se dire, bon, on veut absolument avoir accès à ces ressources. Elles sont très importantes pour nos industries, mais on peut les avoir
à travers le Congo, du côté, d'une manière légale, ou on peut aussi continuer à avoir de l'accès à travers le Rwanda. Ouais. Quel est le plus facile? Oui, c'est ça. Et si la guerre continue, et ça continue, vous Oui, avez oui, vu bien sûr. qu'il y a les massacres Oui, sur le terrain, et il y a des combats qui continuent. Si la guerre continue, il y aura un glissement, et je pense que Kagame compte sur le fait que Trump, il va trouver une autre guerre pour résoudre. Après tout, les Américains, pour eux, l'Ukraine, le Gaza, c'est beaucoup plus important. Alors, il y a aussi la question des infrastructures, parce que si le cheminement des minerais à travers la Zambie, la Tanzanie, jusqu'à Dar es-Salaam et le départ vers la Chine est relativement rodé, puisque je crois 80% du cobalt congolais transite par là pour aller en Chine, pièce essentielle notamment dans les voitures électriques et pour les batteries. Je prends ce minerai en particulier. On a noté que le corridor de Lobuto qui va vers l'Angola, lui, est pas encore très sûr. Ouais, C'est pas une route expérimentée, mais effectivement. c'est ce qu'espèrent les Américains. Et d'ailleurs, Ouais. Joe Biden s'était déplacé. Oui, effectivement, Donc c'est quand qui est même... très rare pour un oui, président américain se tout à fait. déplacer en Afrique Ouais, tout à centrale. fait. C'est très rare. Et donc, vous pensez que ça, quand ils vont se dire, ah, bah, finalement, c'est trop compliqué, ils vont laisser Ouais. tomber? Bon, on Et ils dit, vont envahir le Groenland oui, pour récupérer non, d'autres. on dit déjà que Massad Boulos, qui Ouais. était le conseiller qui s'est concentré sur cet accord de paix, qui est vraiment entré dans les détails. Moi, j'ai entendu plein de choses sur lui. Que c'était un monsieur qui faisait bien son travail, mais déjà on dit que maintenant il s'intéresse dans le Soudan. Il a été un peu écarté. D'accord. Et ce qu'on a vu, c'était en principe, il devait avoir une signature d'un accord de paix Oui, important en septembre. Là. en août. Ouais, En ouais, août, ouais. il fallait le faire. On était censé le faire. Ouais, Alors, c'est maintenant, on est fin septembre ouais, et ça a déjà glissé. ouais, On voit bien qu'il y a encore des combats, il y a encore de la violence, il y ouais, a encore des gens qui sont déplacés. ouais, Alors, c'est où ouais. le concret? Alors, il y a quand même, il y a eu encore, je précise par rapport à ce massacre que nous avons couvert en juillet, il y a eu à nouveau un autre massacre commis par ADF de même style, peut-être avec encore plus de morts, au Kivu cette fois-ci. Néanmoins, on peut quand même noter que cet été, il y a eu un cessez-le-feu négocié entre le M23 et l'armée congolaise, les FARDC, à Doha cette fois-ci, sous l'égide du Qatar, et qui semble tenir à peu près. Non, je suis pas exactement d'accord avec vous. Hein. Je pense qu'il y a déjà eu des combats sur le terrain depuis. Depuis. Et ce que moi, j'ai entendu dire, c'est que le M23, ils commencent à entourer Uvira. Ils sont Uvira. sur les collines Ouais, et on craint vraiment une attaque sur Uvira. Et ouais, ça serait encore un autre pas ouais, très important dans cette guerre. ouais. Alors, Ce serait en gros la dernière grosse ville du oui, Kivu, oui. du Et sud moi, Kivu à tomber. oui, et je pense que c'est important de regarder en gros la situation. Alors, par exemple, il y a eu un rapport publié par deux jeunes monsieur qui travaillent pour Critical Threats. C'est un rapport Critical Threats avec le American Enterprise Institute. Et ils se sont concentrés, ils ont regardé de près ce que le mouvement 23 sont en train de faire, c'est-à-dire la gestion, les fonctionnaires qui ont été virés et embauchés, Ouais, les négociations avec les églises dans les Kivu, ouais. le fait, l'éducation contrôlée maintenant par le mouvement 23, même les déchets ramassés par le mouvement 23. Les certificats de naissance et de mariage maintenant sont publiés et mis par le mouvement Vous êtes 23. en train de me dire que le M23 est en train de faire un État? Oui, les banques, on essaie d'ouvrir les banques et je pense qu'ils ont réussi à ouvrir la première banque. Oui, ça c'est comme on dit en anglais, le building blocks d'un État indépendant. Et en même temps, ce qu'on craint,
on a vu que Joseph Kabila, l'ancien président Oui. du Congo, qui était là pendant 18 ans, Mhm. sur place à Kinshasa, il est basé à Goma maintenant, Mm. avec tout son entourage. Mm. Qu'est-ce qu'il fait là? Et il donne des interviews Bien pour sûr. soutenir le mouvement On 23, reçoit plein de journalistes. pour critiquer Félix Tshisekedi, l'actuel président. Mm. Alors, ce qu'on voit, si on regarde de loin, et en gros, je pense on est en train de voir l'établissement d'un pays, un protectorat Oui. indépendant de Kinshasa, Mm. lié au Rwanda, Mm. et qui sera un peu en fédération avec le Rwanda. Est-ce que vous, si on se projette dans l'avenir, est-ce qu'il y a des risques d'une révolution, enfin en tout cas d'un mouvement qui aille jusqu'à faire tomber le pouvoir à Kinshasa? Et est-ce que Kabila est peut-être la solution prévue Bon, c'est par les ça la Rwandais? question. C'est ça la question. Comme vous avez dit au début, on utilise le mot balkanisation Oui, depuis longtemps maintenant. oui, oui. Et ce que j'ai vu, il y a eu une interview avec Corneille Nangaa, Mhm. qui est le chef de M23, Oui, et il a annoncé, nous, on veut aller jusqu'à Kinshasa, oui, comme avait fait Laurent Kabila à bien sûr. l'époque dans Laurent Désiré Kabila, voilà. 97. Ouais. Mais là, je pense qu'il y a peut-être une différence de position entre le mouvement 23 et le Rwanda. Mm. Parce que je pense pour le M23 et Corneille Nangaa, lui, il a ses ambitions à lui. Mm. Et c'est aussi peut-être Bien sûr, une contestation personnelle bien entre sûr. lui et Tshisekedi. Pendant que je pense le président Kagame, le Rwanda, c'est peut-être pas le cas qu'ils regardent vers Kinshasa parce qu'ils ont déjà, ils sont allés à Kinshasa dans le passé. Ouais, Et ils ont vu qu'ils entrent dans une magouille quand ouais, ils vont trop trop loin. loin. Parce qu'à ce moment-là, toute la communauté internationale est obligée D'intervenir, de ouais. réagir. Les Et Américains, vous pensez, le feront. L'été dernier, ils ont promis qu'ils aideraient l'armée congolaise, qu'ils n'enverraient pas de troupes au sol, mais en tout cas, ils bon, prennent. ce qu'on a compris, c'est que les Américains, ils ont plus ou moins annoncé à barrer la route au M23 au moment où ils pensaient avancer sur Kisangani. Et il y avait une mine de tin, et ils ont dit non, ça c'est une mine de tin. Et le M23 n'est pas allé au-delà. Mais ils ont pour être allé à arrêté. Kisangani l'été Ouais. dernier, ça reste quand même très critique, la situation. Oui. Et il y a Ouais. beaucoup de militaires, il y a beaucoup de renforts, il y avait Ouais. pas Ouais. mal de mouvements de troupes dans cette zone, Oui. avec effectivement, nous disaient les habitants, le risque que le M23 prenne la ville. Oui. Ouais. Alors, moi, je pense qu'à un certain moment, Kagame va décider où, pour lui, c'est la ligne rouge. Mais je pense que ce n'est pas encore fini, parce qu'il est en train de dessiner toute une région énorme, d'ailleurs, avec beaucoup de richesses, avec beaucoup de ressources inclus dans cette région. Alors vous qui connaissez très bien cette région, et en particulier la vie politique au Congo RDC, vous croyez Tshisekedi, lui, se présente comme le recours, l'homme de la nation congolaise, de la patrie, a fait beaucoup d'efforts, enfin en tout cas dans plein de zones. Nous sommes allés au Katanga, il y a quand même eu des investissements, on va dire, du pouvoir de Kinshasa pour être présent, même si c'est un pays qui est extrêmement difficile à contrôler, puisqu'il fait 2,3 millions de kilomètres carrés, que Ouais. entre Bunia, dont on parlait, et Kinshasa, il n'y a pas de route. Par Ouais. exemple, les gens ont du Ouais. mal à imaginer, mais c'est quand même la réalité. Vous croyez à la capacité des forces armées congolaises à pouvoir contrôler et un jour chasser le M23, ou en tout cas, vous y croyez à ça ou pas? Bon, actuellement, on voit qu'ils ne sont pas capables. Oui, Et le Wazalendo, oui, ce sont les les milices milices, sur le terrain, bien sûr, ils se alliées combattent au gouvernement. et ils sont féroces, mais ils ne réussissent pas, une fois qu'ils ont chassé Ouais, le M23, ils ne réussissent pas à contrôler la la zone qu'ils zone. ont Ouais, libérée. ouais, Alors, après, ils sont obligés de de se se replier. retirer.
Ouais. Et il faut dire que l'armée rwandaise, c'est un des meilleurs en Afrique. C'est probablement le meilleur en Afrique. Oui. C'est le plus discipliné. Grâce à le rôle que les Rwandais ils ont joué dans les peacekeeping, les forces Les forces keeping en d'interposition Afrique. de l'ONU. Et ils sont très bien encadrés, très bien formés et très bien équipés. Alors, c'est difficile pour une armée, parce qu'ici, c'est aussi, il faut considérer le passé du Congo, son histoire. Parce que moi aussi, j'ai écrit sur le Rwanda, mais j'ai aussi écrit un livre sur Mobutu, Sur la Mobutu, chute du ouais. léopard. Ouais. Et là-dedans, déjà, j'ai dessiné le fait que Mobutu, parce que c'était un monsieur qui avait peur de son propre armée, du coup d'État, il a fait exprès pour détruire son propre armée. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des magouilles, il dressait un général contre l'autre, les généraux avaient l'habitude de vendre les armes et de ne pas payer les soldats. Ils ne payaient jamais leurs soldats. Ils inventaient des positions dans l'armée. Alors, l'armée, il y avait des vrais soldats et après les soldats complètement inventés et on demandait les salaires pour ces hommes. Alors, grâce à tout ça, qui a été encouragé, la corruption, pendant des décennies, et Mobutu l'a encouragé parce qu'il voulait absolument avoir une armée, pas avoir une armée qui était une menace, un défi pour lui. L'armée congolaise n'a jamais été à la hauteur de protéger le pays et assurer les frontières. Et alors ça, c'était la politique de Mobutu. Et ça a duré des décennies. Et maintenant, c'est très, très difficile pour Tshisekedi. Il doit s'inventer toute une armée. Une armée qui a... Il est menacé de coups d'État régulièrement. Oui, on a en général, vu ça. c'est le chef d'état-major des armées. On a vu ça plusieurs fois maintenant à Kinshasa. Il y a des généraux qui ont été arrêtés. Il y a une série d'arrestations quand même. Alors, dans ces circonstances, c'est hyper difficile de former une armée tout neuve. Il n'y a pas la solidarité, il n'y a pas l'expérience, ils n'ont pas le matériel, mais et c'est surtout au niveau psychologique, je pense. Oui. Ouais. Alors, c'est hyper difficile pour Tshisekedi, vu cette passé, cette histoire et les circonstances, le fait qu'il doit faire ça pendant qu'il est occupé. Une armée très bien disciplinée, très disciplinée. Ce qui m'a surpris, une dernière question et juste une remarque, on est passé, dans le cadre de ce reportage, par Kolwezi. Et nous étions avec une unité donc de l'armée de RDC. J'étais très surpris de me rendre compte que les soldats qui étaient de très bonne facture, des soldats qui tenaient bien la route, et on les a vus à l'œuvre, aucun ne connaissait l'histoire de la Légion étrangère, du saut en 78 pour libérer... Personne ne connaissait. Je n'ai vu aucun monument là-dessus. Alors, il s'agissait quand même de sauver Mobutu, un peu, quand même, à l'époque. Et puis, la Légion française, le deuxième rep, n'était pas tout seul. Il y avait l'armée congolaise aussi. Et j'étais surpris qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas. Et quand je m'adressais à mes fixeurs, leur demandant... pourquoi, il me disait en fait il y a beaucoup de Congolais qui ne connaissent pas l'histoire congolaise et en particulier la jeune génération. Ce que j'ai vu quand j'étais à Kinshasa en 2023, pour moi c'était intéressant. Je voyais qu'il y avait des sculptures, des statues partout. Et ça, c'était nouveau. Oui. Et c'est un peu... Et les Congolais essayent de se... construire un passé. Oui, de se réconcilier avec un passé qui est hyper difficile. Parce que c'est plein le fait que Patrice Lumumba, premier ministre élu, s'est fait exécuter sur les ordres de Mobutu. Mais il est après devenu un héros national. Et on voit les statues maintenant. Il y a un monument à Lumumba. Sa dent a été rapatriée. On a fait toute une cérémonie funéraire pour le don de Lumumba, qui était la seule chose de son corps qui restait.
Et maintenant, à mon grand surprise, parce que moi, quand je suis partie, il y a beaucoup de temps, je suis partie de Congo, il y avait un dégoût, un mépris pour Mobutu. C'était incroyable. On le détestait. Et il s'était enfui au Maroc où il est mort du cancer. Mais maintenant, il y a une nostalgie. Oui, Et je pense que c'est parce que j'ai le remarqué pays, aussi. Alors, je oui, connais pas aussi le bien que pays vous, se mais sent assiégé, oui, sous attaque, et on commence à se dire, mais quand même, Mobutu, malgré tous ses fautes, malgré ouais, toute la violence, la ouais, ouais, corruption, c'était c'était un de nous, c'était ouais. notre fils. Et on se rassemble un peu autour de ce personnage très controversé. Hmm. Et même, on parle du fait qu'on pourrait rapatrier son dépouille parce qu'il est Et lui toujours au donner Maroc. des Son obsèques, corps est toujours au Maroc. lui faire des funérailles Oui, nationales. et comme ça Ouais, serait un geste de réconciliation ouais, ouais. nationale et Bon. qu'on a besoin de ça. C'est Donc, intéressant. l'affaire n'est pas finie Non, et non. je pense qu'on aura l'occasion de vous réinviter pour reparler de ce Congo ou d'autres scènes en Afrique parce que c'est aussi des choses. Euh, c'est un continent auquel on prête une attention particulière. Mm, Nous, mm. chez Omerta, c'est notre rôle. Je rappelle la sortie donc en kiosque aujourd'hui de notre magazine Congo Silence on tue. Une petite dernière remarque à propos de cette photo et de ce massacre. J'ai découvert parce que la pelleteuse qui creusait la fosse commune avait été prêtée par l'ONU. Donc il y avait marqué UN dessus, on le voit dans le OK. documentaire. Ouais, Et vous verrez aussi qu'il y a des casques bleus qui sont là, mais ils n'ont pas trop, quand ils nous voient ouais, avec nos ouais, caméras, ouais, ils s'éloignent. Et j'ai pas pu leur parler, on a manqué de temps, mais si c'était à refaire, je me suis rendu compte que la base de l'ONU, elle se trouve à 1 kilomètre du lieu Mm, où a eu lieu le massacre. mm, C'est un massacre dans lequel des kalachnikovs ont été utilisés. Il y a un camion qui a été brûlé, des maisons ont été brûlées dans le village. mm. Personne n'a rien vu visiblement du côté de l'ONU. Voilà, donc C'est une critique, et c'est à cause de ça qu'à un certain moment, Tshisekedi avait oui, dit au MONUSCO oui, il bien fallait sûr, se barrer. Et oui. maintenant, il voit que c'est pire. Alors, C'est il a pire, renversé sa ils sont là, mais ils décision. font pas grand-chose, Ouais, hein. Bon, ouais, ouais, et ouais. puis cette zone-là, comme beaucoup de zones malheureusement Mm, dans ces régions, reste non surveillée les trois quarts du temps. Là, ouais, on y est allé avec l'armée, mais certains soldats n'y étaient jamais allés. Enfin ouais, bref, voilà, c'est la réalité. yeah. Donc merci Michaela pour Merci ces beaucoup. éclaircissements. Et donc je rappelle votre dernier ouvrage, alors la chute du léopard. C'est aussi chez Max Milo. Ouais, Et donc, et Rwanda, Assassins sans frontières c'est sur le également. Rwanda. Ouais, Voilà, ouais. mais les deux sont largement complémentaires, Oui, c'est j'imagine. ça. Voilà. Et peut-être un prochain ouvrage. On verra. Ok, ça Autre marche. sujet. Ça marche. Merci beaucoup, Michaela. Merci Merci d'être beaucoup. venue. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu et que vous parlerez autour de vous de la chaîne YouTube Omerta et que vous reviendrez encore la prochaine fois plus nombreux. Merci à tous et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et portez-vous bien.